Il est 10h sur Radio JM. La grande matinale, ça commence maintenant. Bonjour à tous, il est 10h passé de 7 minutes et vous êtes sur Radio JM pour 2 heures de direct. Bienvenue dans la grande matinale de Radio JM, une grande matinale très particulière ce matin, en ce lundi 13 octobre, historique puisque les otages vivants ont été libérés à 8h et 9h heure israélienne. Les 20 otages sont désormais libres. Je suis ravie de vous retrouver en ce lundi depuis nos studios et bien sûr sur nos réseaux sociaux avec un beau programme. Tout de suite le jingle avec notre belle Noah à la technique. Qu'est-ce qui vous attend ce matin ? C'est le programme de la grande matinale Radio JM. Et on commence le programme par la météo. Aujourd'hui sur Marseille, je vous l'annonçais ce matin, il fait 17 degrés ce matin et jusqu'à 21 degrés cet après-midi. Le programme de cette matinée, c'est évidemment le retour des otages et la réaction de nos institutions. Le président Jean-Jacques Zenou sera en direct avec nous d'Israël pour nous commenter la ferveur de tout un pays. Les responsables communautaires locaux réagiront. Nous accueillerons par la suite notre confrère Léo Purguette du journal La Marseillaise qui viendra nous parler de l'inauguration de ces nouveaux locaux, journal qui a un rôle majeur dans les prochaines élections à venir. Nous recevrons d'ailleurs Serge Perrotino, maire de Cadolive, dans le cadre de ces élections municipales qui vont avoir lieu les 15 et 22 mars prochains. Cette belle matinale accueillera également ce matin dans le volet économique Mathieu Capuono, président de l'APEX. Nous évoquerons également les rencontres interacadémiques méditerranéennes qui ont pour thème cette année la ville et l'eau en Méditerranée. Et pour cela, nous accueillerons l'un des organisateurs, Marc Santis. Vous sera présentée l'actualité communautaire de la semaine avec Noah. Nous poursuivrons avec le volet culturel et la venue de l'écrivain Hubert Ripoll qui viendra nous parler de son livre « L'enfant du putsch d'Alger ». La chronique culinaire de Sacha conclura comme toujours notre matinale et bien évidemment les flashs spéciales libération des otages seront menés ce matin par Nathan Sperling. La grande matinale de Radio JM, c'est tout de suite en ce jour historique jusqu'à midi. Vous écoutez la grande matinale Radio JM en direct tous les lundis sur le 90.5. Nous sommes le lundi 13 octobre et nous ne pouvions pas démarrer cette matinale sans évoquer l'accord accepté par Israël et le Hamas et initié par le président américain Donald Trump. Aujourd'hui, les 20 otages vivants ont pu rejoindre leur famille. Les morts vont être rendus un peu plus tard dans la journée. Je vais commencer avant de donner la parole au président de la Radio Juive de Marseille qui est en direct avec nous depuis Israël par vous énumérer les noms et les âges de ces 20 otages libérés ce matin. Pardonnez mon émotion dans la voix. Après 738 jours de captivité, ils sont désormais libres. Gali et Ziv Berman, 28 ans. Alon Noël, 24 ans. Omri Miran, 48 ans. Matan Angrest, 22 ans. Eitan Mor, 25 ans. Gaïl Gilboa Dalal, 24 ans. Elkana Bobot, 36 ans. Rom Braslavski, 21 ans. Nimrod Cohen, 21 ans. David et Ariel Cugnot, 35 et 28 ans. Eviatar David, 24 ans. Maxime Erkin, 37 ans. Eitan Horn, 39 ans. Segen Kalfon, 27 ans. Bar Kuperstein, 23 ans. Yosef Raïmouana, 25 ans. Avinatan Or, 32 ans. Matam Zangokar, 25 ans. Voici le nom des 20 otages qui ne sont plus désormais entre les mains du Hamas, mais en Israël, auprès de leur famille. Le président de la Radio Juive de Marseille est en direct avec nous depuis Ashkelon. Jean-Jacques Zenou, bonjour. Bonjour Laura, bonjour à tous les auditeurs. C'est un moment incroyable, un moment fort en émotion et merci pour cette émission spéciale pour permettre à tous nos auditeurs, à tous les Marseillais de vivre ce moment historique. Alors ce retour des otages, Jean-Jacques, c'est comme si le pays respirait à nouveau. Israël était en apnée depuis 2 ans, Marseille était en apnée depuis 2 ans. Votre réaction sur l'ambiance dans le cadre de cette journée historique en Israël? D'abord, les Israéliens vous surprennent tous les jours. Il y a une sorte d'espoir qui est extraordinaire. C'est d'ailleurs ce qui caractérise avec la Tikva, l'hymne
nationale. C'est cet espoir toujours, en espérant, tout en étant lucide des défis sécuritaires, cet espoir et cette volonté de croire à un avenir meilleur. Et c'est beau de voir cette solidarité, cette ferveur dans toute la société israélienne. Alors, on replante le contexte aux Marseillais. Nous sommes pendant les vacances de Sukkot, donc tous les Israéliens sont en vacances. Vous avez énormément d'enfants, de familles dans les rues. Hier, j'étais sur Jérusalem. Incroyable le monde qu'il y avait. Bien sûr, c'est sécurisé avec beaucoup de forces de police et de militaires pour pouvoir éviter toute tentative d'attentat, parce que c'est la réalité, donc notamment comme des villes comme Jérusalem, où il y a un risque d'attentat fort. On a vu des attaques au couteau qu'il y a pu y avoir il y a quelque temps. Donc, mais cette vie, qui est incroyable, et ce que j'ai pu noter, deux choses que j'ai pu noter, c'est sur dans toutes les rues de Jérusalem et aussi sur les routes, ces drapeaux israéliens et américains qui flottent, et cette reconnaissance en Donald Trump on voit dans toutes les bouches des Israéliens. Effectivement, on peut suivre la visite de Donald Trump en ce moment à la Knesset, qui va évidemment, une visite historique, qui va évidemment délivrer un discours, j'imagine, plein d'émotions sur la fin de cette guerre, sur cet accord pour les otages, pour cette libération très importante. On a vu que les otages vivants ont été libérés ce matin. On attend désormais les morts, Jean-Jacques. Oui, je pense que ça va être un moment de grande douleur. Moi, ce matin, j'ai voulu participer. Vous savez, certains voient des matchs de foot dans des bars. Moi, j'ai voulu vivre ce moment dans un bar israélien, où dans les cafés où il y avait un grand écran, et j'ai vécu avec les Israéliens les premières images de la libération des otages, où j'ai vu une maman parler par téléphone avec son fils, notre Rome parler avec son l'épouse avec son mari Rome. Donc c'est très émouvant de voir toutes ces images, de voir aussi la place des otages remplie. Et donc c'est un moment fort en émotion. On voit chez les Israéliens ce soulagement. Et rappelez aussi qu'on est à 2 ans, parce que en termes de calendrier, le calendrier israélien, c'était à Simchat Torah. Donc Simchat Torah est demain. Donc c'était le jour de Simchat Torah qu'il y a eu le 7 octobre en termes de calendrier hébraïque. Donc c'est 2 ans jour pour jour au niveau du calendrier israélien que les otages sont libérés. Une manière de bien fêter cette année, évidemment, Simchat Torah. Merci beaucoup, Jean-Jacques Zenou. On va enchaîner parce qu'on a beaucoup d'invités ce matin à faire parler. On reste en contact évidemment avec vous qui êtes en Israël. Profitez de cette ambiance et on n'hésitera pas à faire appel à vous si des informations tombent ce matin. Merci à vous. On enchaîne avec Patrick Halimi, cet Israélien, ancien Marseillais, qui revient à peine de la place des otages. On a envie d'avoir un petit peu l'ambiance au cœur de ce réacteur, de cette place des otages qui, depuis 48 heures, 72 heures, ne désemplit pas. Patrick Halimi, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur l'antenne de Radio JM en direct. Vous êtes évidemment en Israël, vous venez à peine de revenir de la place des otages. On a envie de comprendre l'état d'esprit des Israéliens ce matin, alors que les 20 otages viennent d'être remis à Israël. Alors c'est un mélange d'enthousiasme et de tristesse et de joie en même temps. C'est-à-dire qu'on a la joie pour ceux qui sont revenus, et on a la tristesse pour ceux qui ne reviendront pas et qui sont tombés également, pour nos soldats qui sont tombés au combat. Donc c'est ce mélange qui se traduit souvent par des cris de joie et par des larmes. Je pense que tout le monde peut le comprendre, et je voudrais le transmettre à toute la communauté de Marseille. Toute cette joie. Je suis là sous ma souka. J'habite très très proche de la place des otages, puisque j'habite à Sarona. C'est pour ceux qui connaissent Tel Aviv. Et donc je suis sous ma souka, et nous sommes revenus avec des amis de Marseille, mon ami, mes amis qui sont venus pour nous visiter de Marseille, et nous sommes très très heureux de ce qui se passe. Nous voyons toute cette joie, tout le peuple d'Israël est dehors, tout le monde est dehors pour accueillir les otages vivants.
et pour exprimer la joie de la fin de cette guerre horrible que nous avons vécue depuis 2 ans. Voilà. C'est évidemment un soulagement, j'imagine, parce qu'évidemment les otages prennent toute l'attention, mais c'est aussi un jour qui marque la fin de la guerre, le retour des soldats en Israël. C'est aussi un moment important. Absolument, absolument. Et en tant qu'ancien Marseillais, je peux vous dire que j'ai grandi à Marseille. J'ai fait toutes mes études de médecine à Marseille, à la Timone. Et je suis très ému de parler aujourd'hui à Radio JM pour vous faire partager ces moments historiques, ces moments très émouvants. Donald Trump est arrivé en Israël, il a volé à basse altitude pour honorer le peuple d'Israël, et nous l'honorons en retour parce que c'est vraiment celui qui a œuvré pour arriver à ce moment-là, et que tout le monde partage cette joie et cette fin de guerre qui on l'espère va être un nouveau départ pour le peuple d'Israël. Merci beaucoup Patrick Halimi de nous avoir fait partager cet instant que vous avez vécu à la place des otages ce matin, en ce jour historique, ce lundi 13 octobre, et cette libération des 20 otages. Merci à vous, à très bientôt. Je vous en prie, et à très bientôt, et un grand bonjour à la communauté juive de Marseille. Merci beaucoup. On enchaîne avec Lionel Stora, président du Fonds social juif unifié Marseille-Provence, qui est avec nous. On sait, Lionel, que le Fonds social juif unifié a œuvré pendant 2 ans pour réparer, pour aider financièrement et pour soutenir Israël. Quelle est l'émotion qui vous traverse ce matin à l'annonce de cette libération des otages ? Bonjour Laura, bonjour aux auditeurs. Écoutez, c'est comme tout le monde, c'est énorme. Ça fait 737 jours qu'on vit avec une pensée permanente pour les otages. Donc c'est d'abord un soulagement immense et une joie incroyable. C'est la vie rendue aux familles, aux otages, aux familles. Et puis j'ai en même temps une pensée pour tous ceux qui reviennent et qui ne sont pas vivants. Et c'est vrai que là, on est plutôt submergé par une joie, par la fin de la guerre, la fin d'une guerre, et on espère surtout que ça va vraiment être un nouveau départ. Voilà. Et c'est vrai que le FSJU est engagé, continuera à être engagé pour accompagner les familles, pour accompagner tous les Israéliens qui en ont besoin, parce que c'est très important. Évidemment, on voit les images, on entend les témoignages depuis Israël, mais il y a beaucoup de Marseillais qui sont pris par l'émotion ce matin, Lionel Stora, parce que c'est beaucoup de familles qui habitent en Israël, c'est tout un peuple qui est en apnée depuis 2 ans. À Marseille aussi, cette libération fait du bien. Oui, on a tous des gens autour de nous, des proches qui étaient dans Gaza, qui étaient au front, qui connaissent ou qui sont touchés directement, ou qui connaissent des gens qui sont touchés de près. Écoutez, je crois qu'on a quand même, on a maintenant un triple défi. D'abord la reconstruction des otages qui sont de retour, mais aussi des familles de ceux qui ne sont pas revenus vivants. La construction d'une paix durable, parce que ça c'est sine qua non pour qu'Israël puisse enfin recommencer à vivre normalement. Et puis tout ça avec une communauté internationale, on le sait, qui ne laissera rien passer à Israël. Et puis il y a quand même chez nous les conséquences d'une propagande antisémite qui s'est répandue jusque dans nos rues. Et donc j'attends quand même avec un optimisme prudent que cet antisémitisme disparaisse. Et là on aura besoin des politiques, on aura besoin des intellectuels, on aura besoin du monde universitaire, du monde de l'éducation, de tout le monde pour pouvoir enfin faire en sorte qu'on retrouve une vie normale. Voilà l'état d'esprit ce matin, mais avant tout, c'est la joie immense. Merci beaucoup Lionel Stora. Vous parliez des politiques justement, et il est important de rappeler que des politiques en local ont réagi. Le maire de Benoît Payan a tweeté ce matin: joie et soulagement après la libération des premiers otages israéliens. C'est le début du chemin pour faire cesser le conflit meurtrier à Gaza qui a trop duré. La voie est ouverte vers sa résolution rapide. La paix pour tous les civils est indispensable
est désormais possible. Martine Vassal a également réagi. La libération des otages israéliens apporte un immense soulagement. Après tant de peur, d'incertitude et de douleur, l'espoir renaît enfin que chaque famille puisse retrouver la paix et la chaleur des retrouvailles. Merci Lionel Stora d'avoir été avec nous ce matin. On va enchaîner avec la réaction de l'ancienne présidente du CRIF Marseille-Provence, Fabienne Bendayan. Bonjour Fabienne. Bonjour Laura. Vous avez été aux responsabilités pendant ces attaques du 7 octobre. J'avais envie ce matin de vous donner la parole et de connaître votre émotion en ce lundi 13 octobre, jour de la libération des derniers otages. Quelle est votre émotion ce matin ? Pour tout vous dire, je suis en pleurs depuis ce matin parce que c'est une journée historique, c'est une journée qu'on a attendue, qu'on a espérée, qu'on a priée, qu'on a désiré du plus profond de notre être, du plus profond de notre cœur, et ce jour arrive enfin où les otages sont libérés. Donc c'est vraiment une émotion. J'arrive même pas à vous décrire ce que je ressens, mais ce que je crois que ce que nous tous nous ressentons aujourd'hui, c'est beaucoup de sentiments partagés, le bonheur, la joie de voir ces familles enfin pouvoir serrer les otages dans leurs bras. C'est aussi malgré tout assombri parce qu'il y a 20 otages qui retrouvent la liberté, mais on sait qu'il y a malheureusement aussi des familles qui vont devoir faire leur deuil avec les corps qui seront restitués a priori cet après-midi, mais je crois que voilà, c'est un moment énorme. Pendant 2 ans on a lutté, on a espéré, on a porté leur voix, la voix de ces visages, rappelant que c'était des vies humaines, des hommes, des femmes qui étaient entre les mains de cette organisation terroriste islamiste barbare. Et voilà, et mon cœur vibre aujourd'hui avec le peuple d'Israël. Je crois que c'est un grand moment d'unité. C'est ça aussi qu'il faut souligner, un moment où le peuple juif, où qu'il soit, se tourne vers ces otages qui retrouvent enfin la liberté. Alors évidemment, Israël est en liesse ce matin, mais Marseille aussi respire de nouveau. Et Fabienne, vous avez pu collaborer justement pendant votre investiture avec des collectifs qui ont œuvré chaque jour à Marseille pour ne pas oublier ces otages. Et nous sommes en lien justement avec Marion Amar, la responsable du collectif du 7 octobre. Merci Fabienne Bendayan d'avoir réagi ce matin au micro de Radio JM. Merci. Marion Amar, on enchaîne avec vous. Vous êtes responsable du collectif du 7 octobre. Vous avez œuvré ces 2 dernières années à ne pas oublier les otages retenus par le Hamas. Vous avez collé sans cesse des affiches partout dans Marseille, quitte à ce qu'elles soient déchirées peu de temps avant. Vous n'avez jamais cessé de maintenir la pression. Quelle est votre émotion ce matin ? Je pose la question à tous les gens que je reçois à ce micro sur l'annonce de ces 20 otages vivants libérés. Bonjour Laura. Alors l'émotion est très très forte. C'est assez particulier de décrire ce qui se passe depuis hier soir. La nuit a été très courte, comme je pense pour beaucoup de monde. Je pense qu'on a toute cette sensation d'enclume qui s'enlève de la poitrine. Je pense à tous les gens qui se sont mobilisés au cours des 2 dernières années, que ce soit au sein du collectif et dans toutes les autres associations. C'est très émouvant. Le groupe du collectif n'a pas arrêté de sonner toute la soirée d'hier. C'était assez impressionnant. S'il y a quelque chose que je retiens, au final, c'est que la résilience et la force finissent toujours par payer. Il y a un énorme soulagement. Marseille. Je suis hyper émue. Ouais, on le sent, mais tout le monde, je vous rassure. Marseille n'a jamais oublié ses otages. Vous-même, à la tête du collectif du 7 octobre, vous avez eu à cœur de vous réunir à Aix, à Marseille, de coller ces fameuses affiches un peu partout. Finalement, est-ce que Marseille peut se réconcilier aujourd'hui ? Parce qu'on sait que ces otages ont fait l'objet parfois d'un contraste dans les réactions et malheureusement des réactions qui n'ont pas toujours été attendues de la part d'une certaine partie de la population marseillaise. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aujourd'hui à tous les Marseillais ? Est-ce que finalement il n'est pas l'heure de se réconcilier ? Évidemment, mais il a toujours été l'heure de se réconcilier. On a vécu des choses difficiles ces 2 dernières années.
il y avait quelque chose de décourageant quand on repassait sur des collages le lendemain matin et que tout était arraché. On a eu ce besoin de persister, de continuer, de pas baisser les bras, et je pense qu'aujourd'hui, on continuera quoi qu'il arrive, quelle que soit la forme que le combat prendra, pour continuer de faire entendre une voix qui résonnera, que ce soit pour Israël, que ce soit pour les otages, que ce soit pour la communauté juive de Marseille. Il est plus important que jamais, je pense, avec cette libération, de retrouver un équilibre et une sérénité ici chez nous. Merci beaucoup pour cette note d'espoir, Marion Amar, responsable du collectif du 7 octobre. On a été ravis d'accueillir vos paroles positives ce matin, en ce jour historique du lundi 13 octobre. Et évidemment, on va poursuivre toute la matinée à recevoir les réactions des acteurs locaux. Il va y avoir la réaction évidemment de Bruno Benjamin, le président du CRIF Marseille-Provence, de Michel Cohen-Tenoudji, le président du consistoire israélite de Marseille. Et puis également le maire de Marseille va être à notre micro à 10h45. Il a souhaité s'exprimer à la communauté juive de Marseille suite à cette libération historique de ces 20 otages vivants. Tout de suite, une petite pause musicale qui va vous faire du bien, et dans 2 minutes, on se retrouve pour le flash d'information mené par Nathan Sperling. Restez branchés, la grande matinale Radio JM continue sur le 90.5. Le flash d'information spécial Libération des otages, présenté par Nathan Sperling. Bonjour Laura, bonjour à tous les auditeurs de Radio JM et les auditrices de Radio JM, et bonjour à tous. Il n'y a plus d'otages israéliens vivants dans la bande de Gaza. 7 otages ont été libérés ce matin dans les coups de 8 heures. Les 13 autres viennent d'être remis à la Croix-Rouge et bientôt à l'armée israélienne. C'est un grand honneur pour moi, un jour historique, un nouveau départ, c'est ce qu'a écrit Donald Trump à la Knesset devant le Premier ministre Benjamin Netanyahou, dont le sourire ne descendait pas. Il a ajouté: la guerre est finie. Ce sont ses premiers mots en arrivant à la Knesset. Scène de liesse ce matin sur la plage des otages à Tel Aviv. Le chauffard a été sonné, signe d'un jour particulier, larmes de joie, de soulagement et espoir pour les corps des otages encore retenus aux mains de l'organisation terroriste. Le Hamas a communiqué au Croissant Rouge. Les otages décédés, ceux dont nous connaissons l'emplacement, seront libérés dans les 24 prochaines heures en plusieurs vagues. Première vague à midi. Les prisonniers palestiniens en échange des otages ont été libérés ce matin à 10h. Selon le bureau des prisonniers palestiniens, 1968 prisonniers seront libérés aujourd'hui, 250 condamnés à la réclusion à perpétuité et à de lourdes peines, et 1718 prisonniers de Gaza arrêtés après le 7 octobre. Khalil Ismail Ibrahim Al-Khaya, haut responsable du Hamas, dénonce: le compte à rebours du prochain massacre a déjà commencé. Nous nous réarmons et recrutons de nouveaux activistes et le Hamas se déploie à nouveau dans toute la bande. Lors du prochain massacre, nous égorgerons tous les juifs et l'État d'Israël cessera d'exister. Interrogé sur la présence de Mahmoud Abbas ce lundi en Égypte, Emmanuel Macron assure: c'est un bon signal qui est envoyé. C'est le signal qu'on implique l'autorité palestinienne dans la gouvernance d'après. C'est la reconnaissance que la paix durable, que si on donne aux Palestiniens leur place, cela suppose une réforme en profondeur de l'autorité palestinienne. Cela fait partie des engagements pris. Le président français Emmanuel Macron a assuré lundi que la France jouerait un rôle tout particulier dans la future gouvernance de Gaza, aux côtés de l'autorité palestinienne, et a insisté sur la représentation des Palestiniens dans ce processus. Merci beaucoup Nathan pour ce flash spécial libération des otages, et tout de suite c'est notre rendez-vous politique jingle. Retrouvez l'invité politique avec Laura Saint. Serge Perrotino, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire de Cadolive, vice-président de droit de la métropole, délégué aux relations institutionnelles, conseiller régional Provence-Alpes-Côte d'Azur. Vous avez 56 ans, vous êtes chef d'entreprise, vous avez été élu maire de Cadolive en 2008, puis en 2014 et en 2020. Alors évidemment, ce matin, on est dans une matinale spéciale puisqu'un événement international majeur est en train de se passer. Les 20 otages vivants ont été libérés par le Hamas ce matin et les 28 corps vont être rapatriés dans la journée. Votre réaction en tant que maire de Cadolive, en tant que vice-président de droit de la métropole, en tant qu'homme?
Une réaction de joie quand la paix revient. Quand la paix revient, tout homme est heureux. Et je crois qu'aujourd'hui, quand on s'aperçoit qu'il y a tellement un chaos au niveau national et international, on voit qu'il y a des endroits où on peut faire la paix, où on peut discuter, où on peut faire un point général par rapport à l'ensemble de ce qui se passe. Et c'est vrai que je pense aux familles des victimes, malheureusement, qui ont perdu un enfant, qui ont vécu ce drame de cette époque, du 7 octobre. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis heureux pour que la paix se fasse sur du long terme, heureux pour que la paix subsiste un peu partout dans le monde, puisque on essaie de solutionner ce conflit, mais il y a aussi le conflit en Ukraine, il y a aussi d'autres conflits dans le monde, et tous ces points-là sont très importants. Et à l'échelle d'un maire d'une commune comme la mienne, on essaie de fédérer, on essaie de rassembler, et on essaie de dialoguer avant de partir sur des disputes et des organisations. C'est important. Alors évidemment, on va parler des prochaines élections municipales qui auront lieu dans 6 mois, quasiment tout pile. On a envie de savoir si vous allez repartir pour un prochain mandat. Serge Perotino à la tête de la mairie de Cadolive. Je partirai pour un prochain mandat, effectivement, puisque j'ai pas l'impression que le travail a été complètement accompli. Il nous reste encore beaucoup de choses à faire pour rassembler et pour tisser le lien social sur ma commune. Pas mal de choses ont été faites. Le devoir de réserve est dû aujourd'hui, donc je ne peux pas trop développer le bilan de ce que j'ai réalisé depuis 2008, mais je pense que les Cadolivains m'ont fait confiance à plusieurs reprises et pour 2026, les choses devraient se passer tout à fait normalement, puisque nous avons engagé toute une philosophie de rassemblement, d'organisation avec l'ensemble, et d'écoute, surtout avec l'ensemble des administrés du village. Alors justement, Cadolive, comme toutes les communes aux alentours de Marseille, a vécu une évolution démographique ces dernières années, évidemment, on repousse, et donc ça alimente ces magnifiques communes qui sont très agréables à vivre d'ailleurs. Comment la municipalité accompagne cette croissance, justement, peut-être au niveau des écoles, au niveau des infrastructures? J'imagine qu'il faut s'adapter sans cesse. On s'adapte, effectivement. Néanmoins, compte tenu que Cadolive est situé dans un endroit où nous avons 520 hectares de territoire communal. Sur ces 520 hectares, il y a pratiquement 420 hectares qui sont boisés classés et situés à flanc de colline. Donc uniquement 100 hectares sont urbanisés. Donc de ce fait, ça limite pas mal l'environnement et le développement d'immeubles, de construction est très limité chez nous. Donc nous avons permis à quelques partages de familles de se faire. Néanmoins, nous ne sommes pas là pour faire des constructions galopantes. Nous comptons préserver cet environnement privilégié que nous avons, de qualité, pour que, bien évidemment, les générations futures puissent se retrouver, le jour où on sera parti, quelque chose d'aussi authentique que ce qu'on a pu le découvrir nous-mêmes, puisque moi je suis né au village, je suis cadolivain par de naissance, et c'est vrai que c'est un challenge que je dois rendre aux jeunes plus tard, en leur laissant un territoire qui soit le plus naturel possible, avec le meilleur environnement et dans la meilleure qualité de vie possible. Alors on va aborder la question économique qui occupe tous les maires de France. Est-ce que Cadolive résiste face aux dépenses de plus en plus importantes en termes d'électricité, de mise aux normes écologiques? On voit quand même depuis plusieurs mois, malheureusement, une instabilité politique nationale. Est-ce que cette instabilité politique se répercute chez vous, maire de France? Absolument pas, c'est que les gens s'aperçoivent que devant le chaos ambiant national, la commune est un refuge. La commune est un endroit où la République vit encore. Grâce à nous, qui sommes les remparts de la République, nous avons des services à la population. Les gens ont confiance en nous. Quand vous voyez que de plus en plus d'électeurs ne vont plus voter lors des différentes élections nationales et éventuellement quand il y a de toutes sortes d'élections diverses, la municipale est une des élections privilégiées, et plus particulièrement dans les petites communes. Quand vous voyez que dans des communes du centre de la France ou autres, vous avez pratiquement 90% de gens qui vont voter, ça prouve à quel point les gens sont attentifs au travail du maire et au travail de la commune qui est fait à leur profit. C'est la première politique de service et de proximité que nous arrivons à réaliser. Pourquoi ? Parce que quand vous initiez une politique, l'administré la reçoit directement et la reçoit bien évidemment au quotidien.
contrairement à toutes ces politiques nationales qui ont des effets des fois plus compliqués. Cadolive, c'est à peu près un peu plus de 2000 habitants, 3000 habitants, voilà, un peu plus que ce que j'avais prédit. Quels sont les grands enjeux du prochain mandat à Cadolive concrètement? Qu'est-ce que vous allez proposer que vous n'avez pas pu mettre en place lors de vos derniers mandats? Je pense qu'on continuera à tisser le lien social. Il y a encore des aménagements de chemin, il y a encore pas mal d'infrastructures à réaliser. On a réalisé beaucoup de choses. Néanmoins, il faut maintenant réaliser des infrastructures actuelles qui font que les Cadolivains devront vivre dans un temps moderne comme on a toujours vécu jusqu'à maintenant. Néanmoins, il faut être à leur écoute, bâtir un programme ensemble avec eux, et ensuite voir quartier par quartier ce qu'il est utile de faire. C'est ce que vous allez faire dans les prochains mois, j'imagine, pendant la campagne. Vous allez rencontrer vos administrés, faire en sorte que leurs paroles soient écoutées, c'est important. Tout à fait, c'est le but. Le but d'un élu local, c'est d'écouter et d'entreprendre. On écoute, on rassemble, on entreprend. Celui qui travaille que pour lui ou que pour son parti, malheureusement, il n'a pas fait le bon choix. Je crois qu'il faut rassembler, il faut être à l'écoute des personnes, à l'écoute des besoins, être au service de la population, puisqu'avant tout, on est au service de nos administrés. C'est pas un métier, c'est pas une activité qu'on fait par plaisir pour soi. On fait avant tout ce rôle de maire pour transmettre aux autres le service qu'on peut leur rendre. Je rappelle que vous êtes chef d'entreprise, que vous avez une famille. En fait, ça n'est pas votre travail au quotidien. C'est une charge que vous avez pour finalement rendre la vie un peu plus simple aux Cadoliviens et Cadoliviennes. Absolument. C'est une charge, mais c'est aussi un plaisir. Si je me suis engagé, c'est avant tout pour partager mon savoir et pour faire profiter à mes administrés de mes qualités de chef d'entreprise, puisqu'on gère une commune aujourd'hui comme une entreprise. Et c'est vrai que quand on a trop de charges, malheureusement, c'est compliqué. Donc il faut avoir le minimum de charges avec le maximum de recettes sans augmenter la fiscalité. Et ça, c'est très important. Si vous aviez une seule priorité pour votre commune, quelle serait-elle, Serge Perrotino ? La priorité serait que nous soyons dans un environnement toujours privilégié tel que nous l'avons aujourd'hui et qu'on puisse préserver cet environnement de qualité, puisque nous avons conservé, comme je le disais tout à l'heure, un environnement très aéré avec une forêt avec toutes sortes de chemins de rencontres, de randonnées. Tous ces points-là, c'est vraiment la qualité de nos villages. Nous n'avons pas la nuisance urbaine, nous avons le confort du village, et c'est pour cette raison que beaucoup de gens, depuis le Covid, cherchent à venir dans nos villages en général, parce que on est aéré, on a beaucoup moins de nuisance urbaine, et c'est vrai que aujourd'hui, on se rend à l'évidence que la qualité de vie, elle est dans cet environnement. Dans la fréquentation en termes de scolaire aussi, donc on n'a pas aujourd'hui de grosses difficultés d'insécurité dans nos écoles, et ça c'est quand même rassurant quand on est parent. Merci beaucoup Serge Perrotino, maire de Cadolive. Votre interview est à retrouver à 13h dans notre case invité politique de la semaine et en replay sur nos réseaux sociaux et sur notre site internet radiojm.fr. Merci à vous de votre venue en direct. Merci. À très bientôt. Une petite pause musicale avant la réaction du maire de Marseille, Benoît Payan, suite à la libération des 20 otages vivants en Israël. C'est lundi, c'est en direct, c'est la grande matinale Radio JM. Nous sommes de retour dans la grande matinale très particulière ce matin, en ce lundi 13 octobre, historique puisque les 20 otages vivants ont été libérés à 8h et 9h, heure israélienne. Nous sommes en direct avec le maire de Marseille, Benoît Payan. Bonjour. Bonjour. Les 20 otages, comme je le disais, vivants, ont été libérés ce matin par le Hamas. Ils sont de retour aux côtés de leur famille en Israël. Votre réaction, votre émotion, Benoît Payan? C'est une joie absolue, immense, c'est un soulagement total. Je crois que de partout dans le monde, il y a des millions, des centaines de millions de gens qui attendaient ce moment, qui attendaient que ce calvaire s'arrête, que ce calvaire infini, que cette nuit terrible pour évidemment d'abord les otages et ensuite leurs familles cesse. Et ce matin, il suffisait de voir les images des foules en liesse, de la joie des Israéliens à Tel Aviv, à Jérusalem. Ce matin, j'avais des amis qui, de Jérusalem ou de Tel Aviv, certains sur la place des otages, place des ex-otages, filmaient, me disaient à quel point les gens pleuraient, les gens chantaient,
des moments très émouvants. Je ne sais pas si vous avez vu ces images, mais au moment où la chanson Abaïta est passée à la maison, cette chanson qui a été célébrée, enfin écrite dans les années 80 au moment de la guerre du Liban, au moment où tout le monde a entonné Abaïta, il y a eu quelque chose de très très fort, et je crois qu'on vit un moment qui est un moment historique. Historique, bien sûr. C'est un moment d'émotion, c'est un moment, enfin, 2 ans c'est long, vous savez, 2 ans c'est une éternité pour eux. 2 ans c'est une éternité pour leur famille. Alors il y a les vivants, et puis ce soir, il y aura les dépouilles ce soir, et on espère d'ailleurs le plus vite possible, mais ça a été 2 ans d'angoisse, 2 ans, alors pas presque jour pour jour après le dramatique 7 octobre, mais aujourd'hui, c'est Simatora. Et le 7 octobre 2023, c'était Simatora. Et donc, dans le calendrier biblique, c'est quasiment 2 ans jour pour jour, où l'on voit la fin de ce calvaire pour les otages, pour leurs familles, pour tout le peuple d'Israël, bien sûr, et puis aussi une perspective de paix maintenant, une perspective d'apaisement qui enfin est mise sur la table, parce que je crois que tout le monde a besoin, qu'on vient de traverser un des moments les plus compliqués de l'humanité, et qu'il a eu des répercussions dans le monde entier, ici, dans cette ville, comme dans beaucoup d'endroits du monde, comme partout sur la planète. Mais ce que je veux retenir, moi, ce matin, c'est l'émotion, évidemment, des familles. Vous avez peut-être pu voir les premières images de certaines familles avec leur fils, des parents, une mère, son père et leur fils se prendre en photo. On voit des sourires, même si on sait même que la reconstruction pour les otages, pour leur famille, va être difficile. On le sait d'ailleurs. Pour certains qui ont pu être relâchés, notamment au mois de février, la reconstruction n'est pas complète, mais je veux retenir la joie, l'émotion, c'est pas simplement d'un peuple, mais de toutes celles et de tous ceux qui croient en la paix et qui ont réclamé sans cesse la libération inconditionnelle, sans condition, de ces otages. Aujourd'hui, ils sont à la maison. Il faut qu'ils rentrent tous. Les vivants comme les morts. Vous l'avez dit, l'émotion gagne la planète, mais aussi de nombreux Marseillais, de nombreuses Marseillaises. C'est un jour important également pour ces gens qui ont de la famille en Israël, qui sont attentifs aussi au sort des otages, même s'ils ne sont pas juifs, et c'est important de le rappeler. Évidemment, qu'est-ce que vous avez envie de dire à ces Marseillais-là qui aujourd'hui vivent un moment particulier? Alors d'abord, il y a beaucoup de Marseillais qui sont partis en Israël depuis 48 heures pour vivre ça. Marseillais, et notamment je vous disais que j'avais des amis qui étaient à Tel Aviv et à Jérusalem. Ce ne sont pas des gens qui vivent à Tel Aviv ou à Jérusalem, mais ce sont des gens qui ont de la famille en Israël et qui ont voulu vivre en direct, en étant en terre d'Israël, ce moment particulier. Il y a ceux qui ont pu y aller et ceux qui n'ont pas pu y aller et qui vivent un soulagement terrible, une angoisse. Je pense que personne ne peut se rendre compte de ce que ça représente pour une mère, pour un père, de ne pas savoir, de ne pas avoir de contact, de ne pas savoir. Vous savez, on disait certains sont vivants, certains ne sont pas vivants. On n'avait pas de preuves, on ne savait pas. Il faut rappeler ce qu'est le Hamas. C'est une entreprise terroriste barbare. On se souvient des images d'ailleurs d'un des jumeaux creusant sa propre tombe qui est sorti ce matin avec son frère. On se souvient des délires violents, indescriptibles. Donc on ne savait pas jusqu'à ce matin exactement qui pourrait sortir vivant, même si on avait des informations, mais il faut toujours se méfier et ne jamais croire le Hamas. Mais oui, je pense à tous ceux qui, juifs ou non juifs, croyants ou non croyants, ce matin sont soulagés, et particulièrement les Marseillais qui ont de la famille en Israël, ont des amis qui ont été soit tués le 7 octobre, soit pris en otage, des gens qui ont des liens très forts avec des gens qui étaient dans les tunnels, dans les geôles du Hamas, qui ce matin sont soulagés. Je crois que c'est un jour de joie comme on n'a pas connu depuis longtemps, et croyez-moi, ça fait du bien. La guerre s'arrête enfin, évidemment, à Gaza. Benoît Payan, les otages sont libérés. Marseille va-t-elle pouvoir enfin se réconcilier?
j'espère, alors je voudrais d'abord, moi je veux qu'on rende tout, je crois qu'il faut être très humble en la matière, il faut rendre tous les otages. Encore une fois, il y a les vivants, il y a ceux qui ne le sont plus, il faut rendre les dépouilles à leur famille pour qu'elles puissent faire leur deuil, si tant est que ça puisse arriver dans la sérénité, mais il faut les rendre. Voilà, il faut que tous les otages soient rendus et que on aille vers la paix. Qu'on aille vers la paix, parce que vous savez que je n'ai jamais varié, c'est un élément essentiel et que il existe des gens qui ne sont pas pour la paix. Il existe des gens qui veulent continuer à massacrer, des gens qui veulent continuer à faire la guerre. Et je crois que ce qui est en train de se passer, c'est une prise de conscience générale qu'il n'y a pas d'autre voie et pas d'autre issue que la paix. Qu'on peut et qu'on doit y arriver. Et qu'on doit savoir vivre ensemble en se disant que ce qui nous rassemble est plus fort que ce qui nous divise. Et j'ai eu l'occasion de dire en conseil municipal que je n'acceptais pas que un musulman de Marseille soit vilipendé parce qu'il est musulman ou parce qu'il soutiendrait le Hamas, comme je n'accepte pas qu'un petit garçon ne puisse pas porter sa kippa parce qu'on le comparerait à, ou on l'assimilerait à ce qui peut se passer en Israël ou à un gouvernement israélien. Ça n'est pas acceptable. Et donc, il faut retrouver nos valeurs et ce qui a fondé cette ville. Cette ville, elle n'appartient à personne. Pas plus aux uns qu'aux autres. Cette ville, elle est à nous tous. Et on doit réapprendre à se reparler, même si ça a été difficile. Il y a eu des gens de bonne volonté. Vous savez, la politique, elle a aussi, des fois, elle n'est pas très glorieuse, la politique. Et un pas d'un côté, un pas de l'autre était systématiquement vu et lu comme une prise de parti ou systématiquement lu et vu comme un gain électoral. Parler des enfants de Gaza, c'était tout de suite dire c'est un pas vers la communauté musulmane. Quelle honte. Parler des otages israéliens, c'était tout de suite vu comme une complicité avec celles et ceux qui ont pu assassiner des gens, qui faisaient la queue pour pouvoir récupérer de l'eau ou des vivres. Quelle honte. Donc je pense qu'il est temps de passer maintenant à autre chose. Ne pas oublier, parce que je crois que c'est important. Se rappeler, parce que je crois que c'est important. Ne pas oublier ce qui s'est passé le 7 octobre, ne pas oublier ce qui s'est passé après. C'est la seule chose qui puisse nous permettre de pouvoir vivre en paix. On fait la paix avec ses ennemis. Et l'histoire nous l'enseigne. On n'est pas au bout du chemin. Moi, j'espère que la paix va venir parce que c'était le premier acte. Parce que c'était la condition sine qua non. Rendez les otages à leur famille. Faites sortir ceux qui vivent ce calvaire depuis 2 ans. Et faites taire les armes. Voilà. On sait que certains y seront opposés. On sait que certains, des deux côtés, seront opposés à la paix. Vous savez ce qui est en train de se passer actuellement, ou ce qui s'est passé ces derniers jours à Gaza avec le Hamas. Pardonnez-moi si je prends un peu de temps, mais c'est important. Bien sûr. Le Hamas qui a fusillé, mitraillé des Gazaouis qui leur étaient opposés parce qu'ils ne veulent pas voir la paix arriver. Il faut bien comprendre que il y a des gens qui ont intérêt à ce que la guerre continue, à ce que les massacres continuent. En 1993, en 1995, en 1996, j'étais jeune, mais j'ai la mémoire de ce qui s'est passé. On n'était pas loin de la paix. Et je me souviens de l'assassinat d'Yitzhak Rabin et de l'émotion qui a traversé la planète. Et je me souviens de ce qui s'est passé 3 mois après et des attentats terribles qui n'ont rien à voir, même si c'était 60 personnes et c'était les attentats les plus importants qu'Israël ait connus de son histoire à l'époque. On est très loin du pogrom du 7 octobre, mais le Hamas savait que en assassinant des Israéliens de partout dans le pays, dans des pizzerias, dans des boîtes de nuit, dans des restaurants, dans la rue, dans des abribus, il allait tétaniser la société israélienne. 3 mois après, Netanyahou était élu et il a déchiré l'accord de paix. Et donc, cette question de la paix, cette question du dialogue, elle est, et c'est pas une question moi je crois pas, c'est pas une question de droite et de gauche en fait. Je pense que c'est ce qu'on a dans le ventre qui compte, et ce qu'on a dans le cœur. Merci quelles que soient beaucoup. nos opinions politiques.
Merci beaucoup Benoît Payan d'avoir réagi en ce lundi 13 octobre historique où, je le rappelle, 20 otages, les 20 otages vivants ont été libérés et on espère bien sûr que Marseille va retrouver sa sérénité. Merci à vous. Merci. Tout de suite, le flash d'information spécial libération des otages mené par Nathan Sperling. Le flash d'information spécial libération des otages, présenté par Nathan Sperling. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur le 90.5. Le gouvernement israélien accueille nos otages qui retournent sur le territoire. Ohana, Yosef, Chaim, Or, Avitan, Borbot, Elkana, Breslavski, Rome, David, Avitar, Orn, Eitan, Harkin, Maxime, Cohen, Nimrod, Kalfon, Segev, Tsengoker, Matan, Konyo, Ariel, Konyo, David, Cooperstein, Bar, leurs familles ont été informées par les autorités compétentes qu'ils ont rejoint les forces dans la bande de Gaza et qu'ils feront bientôt leur chemin vers le territoire israélien. Les 13 derniers otages ont été transférés à l'armée israélienne. Les 7 premiers retrouvent leurs familles en ce moment même. 28 otages sont encore aux mains de l'organisation terroriste du Hamas. Scène de liesse ce matin sur la plage des familles des otages. Le chauffard a été sonné, signe d'un jour particulier. La chanson Abaïta a également été entonnée par tous ceux présents, certains de toutes leurs âmes, comme si c'était quelqu'un de leur famille. C'est ce qui revient de la place des otages. Larmes de joie, de soulagement et espoir pour les corps des otages encore retenus aux mains de l'organisation terroriste. Khalil Ismail Ibrahim Al-Khaya, haut responsable du Hamas, a annoncé ce matin: le compte à rebours du prochain massacre a déjà commencé. Nous nous réarmons et recrutons de nouveaux activistes et le Hamas se déploie à nouveau dans toute la bande de Gaza. Lors du prochain massacre, nous égorgerons tous les juifs et l'État d'Israël cessera d'exister. Le Hamas a communiqué au Croissant Rouge. Les otages décédés, ceux dont nous connaissons l'emplacement, seront libérés dans les 24 prochaines heures en plusieurs vagues. Première vague à midi. Les prisonniers palestiniens en échange des otages ont été libérés ce matin à 10h. Selon le bureau des prisonniers palestiniens, 1968 prisonniers seront libérés aujourd'hui, 250 condamnés à la réclusion à perpétuité et à de lourdes peines, et 1718 prisonniers de Gaza arrêtés après le 7 octobre. L'Union européenne va redémarrer mercredi sa mission de surveillance au poste frontière de Rafah entre Gaza et l'Égypte. C'est ce qu'a annoncé la chef de la diplomatie de l'Union européenne, Kaja Kallas, dans un message sur X, ex-Twitter lundi. La mission de surveillance EUBAM, impliquant des forces de police italiennes, espagnoles et françaises, a pour objectif d'assurer une présence neutre et tierce au niveau de ce passage frontalier stratégique. Elle a été déployée en janvier avant d'être suspendue en mars. Merci beaucoup. Merci beaucoup Nathan Sperling pour ce flash d'informations spéciales libération des otages. Et tout de suite, on va enchaîner avec un peu de positif et un peu de local, l'invité économique de notre territoire. Tout de suite, le jingle. C'est l'heure de l'invité économique avec Laura Sahin. Vous êtes de retour, comme je le disais, dans la grande matinale et j'ai le plaisir ce matin de recevoir Mathieu Capuano. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'APEX. On va rappeler à nos auditeurs en quoi consiste évidemment l'APEX, mais on a envie, comme tous les invités qui passent dans cette matinale spéciale ce matin, ce lundi 13 octobre historique, on a envie d'avoir votre réaction suite à la libération des 20 otages vivants et on attend encore les 28 otages morts à Gaza. Quelle est votre réaction justement ce matin, Mathieu Capuano ? Premièrement, merci pour l'invitation et effectivement, c'est l'actualité qui domine ce matin. Qui domine, tout à fait. Premier sentiment, c'est évidemment un sentiment de joie. Parce que c'est quelque chose que l'on attendait depuis désormais 2 ans. On a eu des hauts, des bas, on savait plus trop si finalement il y allait avoir une issue. Et puis en quelques jours, au final, avec ces dernières informations, cette situation a pu se retrouver, en tout cas avoir une issue.
positive, négative, peut-être qu'on verra cela un peu plus tard encore, mais en tout cas, elle a une issue. Donc, beaucoup de joie d'abord, un peu de soulagement, même beaucoup de soulagement. Un sentiment aussi de partage avec nos amis de la communauté marseillaise, ceux qui vivent en Israël également, ceux qui sont entre les deux, puisqu'on a aussi des amis qui vivent là. Et puis samedi, j'étais encore à un déjeuner de Shabbat avec des amis et son frère notamment et ses parents habitent encore en Israël. Donc on a toujours du mal à parfois mesurer ce que c'est ce conflit-là permanent. Et donc, depuis ce matin, depuis 7h30, on est ensemble. On était ensemble à 7h30, puis à 8h15, on s'est retrouvés au bureau. Maintenant, on n'attend que des bonnes nouvelles. Et surtout, on pense au jour d'après. C'est ça qui est important. Et comment on va pouvoir recoller un peu tous ces morceaux avec toutes les communautés. Et puis, finalement, passer à autre chose et essayer... peut-être pas de pardonner, peut-être sûrement pas oublier, mais en tout cas de donner une nouvelle dynamique. Ressouder Marseille, c'est important de l'envisager effectivement ce lundi 13 octobre. Alors on va revenir à l'APEX puisque vous êtes président depuis peu. On rappelle que l'APEX c'est un club des entrepreneurs à l'international. Ça veut dire quoi un club des entrepreneurs à l'international ? Vous avez tout dit, c'est un club à l'international. Alors ça veut dire que finalement l'APEX c'est une communauté également. C'est une communauté d'entrepreneurs, d'entreprises qui a envie de travailler sur l'international, sur tous les sujets de l'international, que ce soit l'import, l'export, le service, avec une volonté finalement de se dire, quand on travaille à l'étranger, on a souvent un besoin de retrouver soit une langue, soit une culture, et puis d'avoir de l'aide, d'avoir de l'accompagnement. Et c'est le but de cette association-là, c'est de fédérer une communauté d'entrepreneurs qui a envie de bouger à l'international, qui a envie aussi de se dire, je veux le faire avec d'autres personnes, j'ai envie de le faire, comme on dit en ce moment dans le milieu économique, d'agir en meute. C'est-à-dire que demain, quand je vais travailler pour Israël par exemple, je vais essayer de pas le faire tout seul puisque finalement j'ai peut-être des personnes que je connais ou des copains de copains ou des entrepreneurs d'entrepreneurs qui peuvent nous aider et puis finalement peut-être aussi d'éviter de faire les premières erreurs quand on travaille à l'international. Il y a des codes, que ce soit des codes en entreprise, il y a des codes quand on travaille en France, sur un territoire, sur une métropole, mais également des codes à connaître quand on travaille à l'international. C'est le but de cette de cette association-là. Alors c'est une jeune association, elle a 50 ans, donc elle est là depuis quelques années et véritablement on essaie d'ancrer l'association pour les 50 prochaines années sur toutes les destinations. On a commencé à parler de l'Italie lors de notre dernier entretien. C'est vrai. Là on prépare également la Chine, on va préparer les États-Unis. On a au conseil d'administration parlé d'Israël, mais plutôt pour le deuxième semestre 2026, avec énormément de sujets, pas que la reconstruction, mais il y aura un sujet de reconstruction et puis de réouverture des frontières. Donc voilà, à chaque fois il y a un sujet, une thématique au pays ou une thématique plutôt très orientée entreprise. Alors vous agissez sur 3 grandes actions, le réseau, l'emploi et la jeunesse. Mais c'est aussi l'attractivité du territoire. Malheureusement, je reçois beaucoup d'acteurs économiques à ce micro et tous sont plutôt pessimistes au vu de la conjoncture, mais aussi de la politique nationale qui est menée. On va pas revenir sur ce qui se passe depuis 15 jours dans notre pays. J'aimerais votre analyse justement en tant que président de l'APEX. Est-ce que c'est pas décourageant aussi pour certains entrepreneurs de notre territoire de se dire, est-ce que ça vaut le coup d'y aller finalement ? Alors, la dernière fois, je vous disais que je suis plutôt quelqu'un d'optimiste et j'avais lancé cela. Je vais réitérer ce message-là. Je crois qu'un entrepreneur est par nature optimiste. Mais avouez quand même que le contexte n'est pas évident. Le contexte n'est pas du tout évident, évidemment. Mais essayons de voir plutôt le verre à moitié plein ou la manière dont on va pouvoir le remplir. Effectivement, le contexte est pas favorable. Ou en tout cas, il l'interroge. Effectivement, le contexte national est assez particulier, le contexte local l'est également, et le contexte international l'est tout autant. Pour autant, à chaque fois qu'il y a eu ce genre de crise, de mouvement qui s'amplifie, qui se raccourcit, en plus on enchaîne, on est déjà au gouvernement le Cornu 2 on ne sait pas combien de temps ça va durer. Mais il y a des opportunités et de toute façon, par défaut, on doit être des croyants du futur, on doit être des croyants de notre présent et de notre capacité à délivrer, à continuer. On le sait de plus en plus et je pense que même la société civile y croit.
Ça passera d'abord par la société civile et ça passera par l'entreprise, ça passera par les associations, ça passera par sa communauté, ça passera par son activité sportive. En tout cas, les changements passeront évidemment par son engagement, par son entreprise. Pourquoi on travaille sur la jeunesse ? C'est parce qu'on a envie de changer aussi. Aujourd'hui, si on travaille sur la jeunesse, c'est essentiellement pour dire, 1, nos entreprises ont besoin de ressources, mais 2, si on veut faire évoluer nos pratiques, si on veut faire évoluer notre manière de penser, ça doit passer par la jeunesse. Évidemment qu'au fur et à mesure, tout le monde évolue, mais la jeunesse d'aujourd'hui, c'est elle qui va faire transformer les pratiques de demain, c'est elle qui va faire transformer nos modes de consommation de demain. Et donc, c'est essentiel de travailler sur la jeunesse. La notion de réseau, elle est essentielle, puisque par le réseau, finalement, c'est là aussi qu'on va pouvoir faire son premier développement entrepreneurial, qu'on peut avoir de l'aide, de l'accompagnement, de l'appui également. Et enfin, l'attractivité du territoire, effectivement, les chiffres sont assez paradoxaux parce que si on regarde le passé, et le passé récent, c'est-à-dire on va reprendre tous les taux de collecte, URSSAF, TVA et autres, les chiffres sont bons. Et c'est ça qui est assez paradoxal, c'est que on regarde le baromètre de la levée de fonds des 6 premiers mois, il est quasiment historique. Après l'année dernière qui lui avait été une année record, on revient à des taux qui sont extrêmement bons. Quand on regarde les taux de collecte de TVA, les taux d'URSSAF, etc., les taux passés, donc jusqu'au mois dernier, ils sont bons. Quand on regarde le nombre de défaillances d'entreprises, il est plutôt en baisse ou en stagnation, mais la saignée des années précédentes s'arrête. Quand on regarde le taux de création d'entreprise, il est plutôt bon également. Alors après, ce que l'on ne maîtrise pas, c'est le taux de création d'entreprise versus le taux d'emploi créé. C'est un chiffre que celui-là, on ne maîtrise pas. Pour autant, effectivement, le moral des entrepreneurs est plutôt incertain. Et c'est ça qu'il faut impérativement travailler. Et pour le travail, finalement, l'essentiel, c'est de continuer à travailler, d'essayer de s'ouvrir sur des réseaux. Et puis peut-être un tout petit peu de sérénité sur nos chers amis politiques. Ça Mais pourrait être justement, pas mal. parce que vous avez parlé beaucoup de la société civile qui est très importante, de réseau, comment politiquement la ville, la région, le département, la métropole, tout ce qui nous entoure, peuvent travailler à vos côtés pour élargir finalement le champ des possibles des entrepreneurs qui font partie de l'APEX ? Alors, est-ce que c'est déjà le cas ou est-ce que finalement vous êtes plutôt indépendant de toutes ces institutions locales ? C'est compliqué. Moi, je n'aime pas trop la notion d'indépendance parce qu'on ne peut pas avoir à la fois un premier discours de dire on est là pour travailler avec les entreprises du territoire, pour accompagner à cette attractivité, puisque on est un outil au service de l'attractivité du territoire. Quand dans notre programme Be Welcome qui accueille les entrepreneurs étrangers sur notre territoire, on ne peut pas s'affranchir de ne pas travailler avec les institutions. Les institutions, malheureusement, ont parfois des cycles qui sont pas les mêmes que les entreprises. Elles ont des cycles beaucoup plus courts, des cycles plutôt de vote, alors que nous, on est sur des cycles longs. Comme je vous le disais, on a la chance d'avoir eu 50 ans cette année et de projeter nos 50 prochaines années. Donc, on est moins dépendant aujourd'hui d'un cycle d'élection, puisque finalement, on n'a pas à être dépendant de cela. Donc, comment travailler avec elles, c'est toujours le même sujet. Le premier, c'est pour nous un sujet d'abord de crédibilité, de lisibilité. Ensuite, il y a un sujet de documentation. Par exemple, le sujet italien a donné lieu à la production d'un livre blanc, qui est donc un livrable que l'on transmet à l'ensemble des institutions politiques pour qu'elles puissent s'en servir. On leur donne. On n'est pas là pour dire non, c'est forcément nous, vous devez passer que par nous. Notre job, c'est de donner du contenu. C'est le partage, finalement. C'est du partage. Tout cela passe par ça. Et effectivement, après, les institutions, elles, doivent aussi penser au fait que le territoire, notamment Aix-Marseille, est extrêmement dense au niveau de l'activité des associations et plus largement de l'activité des associations type ESS, et elles ont besoin également de nous parce que ce retour terrain, ce retour d'expérience, il est beaucoup plus concret, beaucoup plus technique, et elles doivent participer à cela. Pas que par de la subvention, mais par de l'accompagnement, par de la mise à disposition. Le but n'est pas forcément d'être financé. On en a tous besoin. On le voit bien aujourd'hui, le nombre d'associations qui ont des finances qui sont très complexes. Mais ce sujet de financement, il peut être abordé aussi d'une autre manière. Il peut aussi être abordé sur le fait que l'angle international, nous, l'APEX, on l'a pris depuis 50 ans. Peut-être que les institutions doivent aussi dire, s'il y a un projet international porté par une autre association, de ne pas vouloir le faire toute seule.
et de penser au fait qu'on puisse jouer à plusieurs sur l'ensemble des sujets internationaux. Alors on va parler des prochains événements que vous allez organiser, notamment la 7e édition de la soirée des femmes à l'international. On adore ce genre de soirée. En quoi ça va consister concrètement? On sait que par exemple la Chambre de commerce et d'industrie a organisé le festival OSE jeudi dernier, auquel évidemment Radio JM a participé. C'est quoi cette 7e édition de la soirée des femmes à l'international à Marseille? Alors, c'était une très très belle édition de l'événement de OSE de la Chambre de commerce. 7e édition, effectivement, dans le cadre de la promotion finalement des activités à l'international, on a toujours eu à cœur de mettre en avant des profils féminins. Pourquoi ? Parce que ces profils-là ont des parcours et des réussites assez exceptionnelles, mais qui sont moins mis en avant pour l'instant. On le sait, je veux dire, la promotion de la place de la femme ou de l'équilibre entre les hommes et les femmes dans l'entrepreneuriat est un sujet en long cours, c'est un sujet d'au moins une génération. Et donc on a souhaité mettre en place cette promotion. Alors, je peux à la fois vous dire plein de choses et en même temps exprimer une certaine frustration. C'est des soirées des femmes de l'international, donc aucun homme ne peut y assister. C'est vrai, même vous? Même moi, en tant que président. Oui, j'ai la chance. Vous avez une adjointe, j'imagine, ou quelqu'un qui peut vous suppléer dans ce rôle? Évidemment qu'au sein du conseil d'administration, nous sommes quasiment à parité. Donc, en fait, le conseil d'administration sera présent lors de cet événement. Donc, il paraît que c'est un événement exceptionnel. Mais non, c'est une réalité. Il y a toujours plus d'une centaine de femmes qui travaillent sur les sujets de l'international et qui, en fait, ont elles également besoin de trouver un réseau dans le réseau et d'avoir à un moment donné un moment de promotion personnelle. Notre sujet aujourd'hui, et donc je lance presque un appel, c'est de dire, si vous travaillez sur l'international, dites-le nous, parce qu'on a un gros sujet aujourd'hui d'identification également de profils de femmes qui travaillent sur l'international. Et nous, on a à cœur de mettre en avant tous ces profils-là, peu importe les entreprises, peu importe les territoires. Nous, on a envie de mettre en avant tous les profils qui sont sur l'international et que vous soyez en logistique, en communication, en marketing, en finance, peu importe aussi votre positionnement dans la structure, mais on est là pour mettre en avant votre entreprise et surtout les femmes qui travaillent à l'international. On va finir cette interview par l'expert talk sur l'intelligence artificielle que vous allez organiser à Sophia Antipolis le 5 décembre prochain. Comment arriver à travailler avec l'IA? C'est une question que je pose régulièrement à mes invités sur cette antenne, car c'est un enjeu finalement pour demain, l'intelligence artificielle. Mathieu Caponneau. Tout à fait. Alors, on le fait sur Sophia puisque notre association est une association régionale. On fera certainement à peu près le même événement sur le premier semestre 2026. Expert Talk sur l'IA, tout le monde en parle parce que l'IA aujourd'hui c'est notre quotidien. C'est notre quotidien pour nos enfants. Il n'y a pas un seul enfant aujourd'hui qui, à partir de 12 ans, n'a pas déjà utilisé ChatGPT. Un chiffre, ChatGPT, c'est 800 millions de personnes par semaine qui utilisent cette intelligence artificielle. Aujourd'hui, nous, on a décidé de le prendre par un angle qui est très technique. Aujourd'hui, l'IA est à la fois un enjeu de pérennité de nos entreprises, de promotion de nos entreprises, d'amélioration de la productivité, mais également de souveraineté à minima européenne, si ce n'est nationale. Donc, comment est-ce qu'aujourd'hui une entreprise doit aborder le sujet de l'IA? C'est il va falloir travailler d'abord sur sa charte de l'intelligence artificielle, puisque on ne peut pas lancer des informations sur Mistral, sur ChatGPT, sur Gemini, sur Notebook. Voilà, j'en ai cité 4 comme ça, au moins vous n'aurez pas de problème avec l'autorité de la concurrence, sans qu'il y ait au préalable une stratégie de l'information. Et cette stratégie de l'information, elle devra passer soit par de l'anonymisation, soit par de la création de RAG. Après, ça devient un sujet technique. Mais en tout cas, il y a un sujet d'abord de comment est-ce que je vais traiter l'information et comment je vais la partager. Le deuxième sujet, après, c'est dire comment est-ce que dans mon entreprise, je veux avoir des actions concrètes. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des utilisations, elle est plutôt conversationnelle. C'est un Google un peu amélioré en disant, aujourd'hui, je pose une question, ça me répond. Mais ça va bien au-delà. Ça va bien au-delà dans sa capacité aujourd'hui à faire de l'analyse. Un peu moins de création, mais beaucoup d'analyse, beaucoup de comparaison. Et comment dans mon entreprise également, je peux l'utiliser dans mon quotidien tout en préservant
à la fois mes ressources et en augmentant ma productivité. Ensuite, il y a un sujet aussi, et là par exemple on va en parler, vous avez des subventions d'État qui vous permettent de faire passer l'entreprise à l'étape supérieure. Pourquoi ? Parce qu'on a plein de petits nœuds dans les entreprises aujourd'hui qui sont nés simplement d'usage ou de la multiplicité d'utilisation de certains logiciels. L'IA aujourd'hui va pouvoir faire sauter tous ces petits nœuds-là. Et comment est-ce qu'on va les aborder ? Et enfin, cette notion de souveraineté, on le traite peut-être pas encore suffisamment sur l'information, mais votre information aujourd'hui, elle vaut énormément d'argent. Pourquoi on a des valorisations qui sont stratosphériques aujourd'hui sur ces outils d'IA ? C'est finalement quelles sont les données qu'elles ont traitées et comment est-ce que dans leur banque de données, elles vont pouvoir les réutiliser. Donc cet enjeu-là aujourd'hui de dire je suis un entrepreneur dans l'industrie, j'ai un savoir-faire ultra spécifique, si je le mets dans ChatGPT, vous saurez très bien, même si vous pensez que ça ne l'est pas, cette information-là, d'une manière ou d'une autre, elle va être traitée. Donc comment est-ce que moi, si je veux garder mon savoir-faire, si je veux être plus performant que les autres, par exemple avec tous mes manuels d'utilisation, de maintenance, etc., comment est-ce que je vais pouvoir me protéger de cela tout en utilisant au meilleur de ses capacités les nouveaux outils, parce qu'il ne faut pas se leurrer, c'est des nouveaux outils qui sont déjà dans notre quotidien et qui dans 5 ans seront encore plus dans notre quotidien. Évidemment, c'est des sujets très importants. Merci beaucoup Mathieu Capot, nos présidents de l'APEX, d'avoir été avec nous dans les studios de Radio JM. Merci beaucoup et merci de l'invitation. Avec grand plaisir. Et tout de suite, on enchaîne avec le témoignage, si nous l'avons en ligne, de Renaud Muselier, le président de la région Sud, qui est au téléphone avec nous depuis Abu Dhabi. Monsieur Muselier, bonjour. Bonjour. Nous avions envie de vous faire réagir en ce lundi 13 octobre, historique à la lecture de la libération de ces 20 otages vivants libérés par le Hamas ce matin. Ils sont arrivés en Israël. Votre réaction, votre émotion, monsieur Muselier? Enfin, je suis heureux, je suis content. Je pense à eux immédiatement. Je pense aussi savoir en quel état ils sont. Je pense à ces femmes, qu'est-ce qu'elles ont vécu. Je pense à leur famille qui est de souffrir. Je pense à ceux qui veulent récupérer leur corps aussi, parce qu'il y a quand même beaucoup de... Enfin, je pense à ces 2 ans d'enfer qui ont été vécus par les uns et par les autres et qui ont entraîné ce désastre politique, culturel, religieux, humain. Bon, enfin bref. Enfin, peut-être maintenant on peut envisager la paix. D'abord, il faut la reconstruction pour ces pauvres gens qui ont dû beaucoup souffrir. Et donc, je pense à eux. Et à côté de ça, sur le plan plus large, comment faire, maintenant que les otages sont revenus, la paix sur cette partie du monde, une paix durable. Voilà. Donc, c'est un moment d'espoir, de joie, aussi de très grande tristesse, parce que ce qui a été vécu est épouvantable. Et donc, bon, maintenant, je pense à leur famille qui doit être contente de les avoir. Enfin, bon, bref, c'est tout ça est mélangé dans ma tête, mais de façon plus stricte, plus froide, plus politique. Maintenant, direction la paix pour tous sur cette partie du monde. Alors justement, vous parlez de la paix sur cette partie du monde. On a envie aussi de la paix dans notre région sud, Renaud Muselier. On sait que cette guerre a fracturé la communauté marseillaise notamment. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aussi aux Marseillaises, aux Marseillais qui aujourd'hui ont vécu 2 ans d'enfer parce que dans leur quotidien, finalement, la fracture était là? C'est les Marseillais, bien entendu, puisqu'on a une communauté très importante. C'est la 2e de France et je crois que c'est la 3e d'Europe. Je suis ici à Abu Dhabi. Je viens de visiter hier l'espace abramique où vous avez sur les lieux d'Abu Dhabi voulu nous avons les 3 cultes avec une mosquée, une église et une synagogue où chacun peut faire pratiquer sa religion ici avec une phase de prière, de respect des peuples, des civilisations et bien sûr des religions. Et quand on voit ça ici à Abu Dhabi, on se dit mais comment c'est possible qu'à travers le monde les Juifs du monde soient aujourd'hui dans une situation où on leur veut du mal, et bien sûr à nos amis français, à mes frères marseillais qui sont dans cette situation où
Ils peuvent pas porter la kippa, mais je crois qu'il y a des responsabilités politiques importantes dans la classe politique française. Ceux qui sont pour défendre la liberté de la République et de prier dans sa propre religion, c'est des responsables politiques qui attisent cette haine. Et donc je fais partie de ceux qui défendent les Juifs de France. Je suis à leur côté. Je prends des positions sur le plan politique très fermes, très claires, pour faire en sorte que les musulmans de France extrémistes ne se lèvent pas contre les juifs de confession, les juifs français, enfin tout ça, et nécessite beaucoup d'une analyse objective, respectueuse des valeurs de la République, et faire en sorte qu'on protège les Juifs de France. C'est absolument indispensable. On peut pas ils souffrent, ils ont peur, et ça c'est inadmissible dans notre pays. Je crois qu'il y a un engagement politique qui doit être encore beaucoup plus fort. Il faut lutter contre les partis politiques qui attisent cette haine potentielle. Vous organisez d'ailleurs dans quelques jours une agora autour de la lutte contre l'antisémitisme à l'hôtel de région. Merci beaucoup Renaud Muselier d'avoir été avec nous ce matin pour réagir à la libération de ces 20 otages en Israël. Merci à vous. Merci à vous et le combat continue. Merci à vous. Et on va enchaîner avec une petite pause musicale quand Noah reviendra, puisqu'elle est dans les studios. On a beaucoup d'invités ce matin qui courent à droite à gauche. Vous avez vu cette édition spéciale. Alors évidemment, on entend encore le numéro de M. Muselier qui a rapproché en direct. On a les informations qui arrivent en direct d'Israël. On voit évidemment en parallèle de ces 20 otages vivants qui ont été libérés, 1966 prisonniers palestiniens vont être libérés dans quelques minutes. Le président Trump qui est toujours en Israël pour quelques heures, c'est important. Et on attend toujours Noah qui va envoyer une petite pause musicale avant notre retour à l'antenne. 90.5 Radio JM, la grande matinale. Nous sommes de retour dans la grande matinale de Radio JM tous les lundis de 10h à midi. Et évidemment, ce matin, l'actualité est largement dominée par la libération des 20 otages, évidemment, qui sont rentrés en Israël ce matin, libérés par le Hamas. Et justement, Nathan Sperling va nous faire un petit point sur les dernières informations toutes fraîches venues d'Israël. Exactement, Laura. Netanyahou a accepté l'invitation de se rendre au sommet à Sharm el-Sheikh en Égypte. Abou Mazen également pour l'autorité palestinienne. Les 13 otages sont maintenant en territoire israélien et rejoignent par hélicoptère de l'armée leur famille et d'abord les hôpitaux. Le président de l'Indonésie et le président de Chypre devraient arriver demain en Israël ou mercredi. C'est la fameuse visite tant attendue qui a été annoncée au tribunal par Benjamin Netanyahou, le président justement qui devait venir aujourd'hui, mais qui par rapport à la libération des otages ne viendra que demain ou mercredi. Donald Trump donc devrait aller à Sheba pour visiter les otages qui ont été libérés ce matin. D'ailleurs Trump et Netanyahou qui ont discuté avec les familles des otages au sein de la Knesset actuellement avant de retrouver les otages qui ont été libérés à Riyad. Merci beaucoup Nathan Sperling pour ces dernières informations et vous allez tapisser justement jusqu'à midi cette matinale. C'est important parce qu'on vit des heures historiques avec le retour de ces 20 otages en Israël. Et évidemment, nous allons toujours raconter l'actualité locale parce que c'est aussi le cœur de cette matinale tous les lundis sur Radio JM. Nous allons parler ce matin des rencontres interacadémiques méditerranéennes qui vont avoir lieu les 15, 16 et 17 octobre prochains. Et pour cela, j'ai le plaisir de recevoir Marc Santis. Bonjour. Bonjour et bonjour à vos auditeurs. Merci beaucoup. Vous êtes président de la Fédération des rencontres interacadémiques méditerranéennes. Vous accueillez un colloque appelé La ville et l'eau en Méditerranée, des enjeux pluriséculaires devenus critiques. Ce sera à la bibliothèque de l'Alcazar les 15, 16 et 17 octobre prochains, ouvert à tous et sans inscription, c'est important de le rappeler. En quoi va consister concrètement ces 3 jours d'échange autour de cette thématique si importante pour notre territoire ? Donc ce programme, sur 3 jours, va aborder, comme vous l'avez dit, la question très importante de l'eau en Méditerranée, et plus particulièrement pour les métropoles de Méditerranée.
et s'organise en 3 phases. On va d'abord aborder le passé pour faire un constat sur le présent et ensuite se tourner vers le futur pour voir s'il est possible de trouver des solutions, puisque beaucoup de pays du pourtour méditerranéen connaissent des problèmes de pénurie importants. Et ce sujet d'actualité, il n'y a qu'à penser à Valence, il n'y a qu'à penser aux problèmes de sécheresse vers Perpignan. Donc, et ce qui est intéressant, c'est que ce seront des spécialistes de plusieurs pays qui vont confronter leur point de vue, et c'est construit autour de conférences, donc d'interventions, mais aussi de tables rondes, et une large place est laissée pour les échanges avec le grand public. Alors justement, vous allez réunir des historiens, des urbanistes, des scientifiques et des acteurs institutionnels pour analyser un enjeu devenu essentiel au développement durable de nos villes méditerranéennes. Qui seront-ils et quelles sont leurs expertises justement? Vous parlez de l'international. Il va y avoir des personnalités intéressantes qui vont venir à Marseille. Alors, bien sûr, je vous ai mentionné le passé, donc nous aurons des historiens, des archéologues, mais aussi pour le présent, des sociologues, des architectes, des urbanistes, des physiciens, et aussi pour le futur, donc d'autres personnalités. Je voudrais insister, entre guillemets, sur la présence de l'ambassadeur de France pour la Méditerranée, qui fera l'ouverture du colloque le mercredi matin, et de Valérie Masson-Delmotte, qui est une paléoclimatologue, vice-présidente du GIEC, qui a une connaissance profonde de toutes ces problématiques liées au réchauffement climatique. Donc ça, c'est vraiment des personnalités importantes avec lesquelles le public va pouvoir échanger, c'est ça qui est intéressant. Oui. Alors, dans la construction du programme, il y a une forte volonté d'interagir avec le public, le grand public, les jeunes, les étudiants, et il y a à peu près un tiers du temps qui est réservé aux questions du grand public et interagir avec le public de la salle. Alors justement, j'imagine que vous visez la jeunesse dans le cadre de ce colloque. Comment faire pour attirer leur attention sur cette thématique fondamentale? Alors, on croit que ce type de colloque qui est ouvert sans inscription, gratuitement et autres, où on peut rentrer pour écouter pendant un quart d'heure, une demi-heure, un point de vue et puis repasser et autres, est une forme pour que les jeunes s'y intéressent. C'est fondamental. Moi, je suis né avec l'idée que l'eau était abondante et qu'il n'y aurait jamais de pénurie. Aujourd'hui, on doit affronter ce problème, et c'est dès le plus jeune âge qu'il faut en être conscient pour trouver des solutions qui apparaissent déjà dans le passé. Donc, Et évidemment, cette thématique, la ville et l'eau en Méditerranée, elle prend part dans un lieu emblématique, à la bibliothèque de l'Alcazar, quasiment sur le Vieux-Port, alors en haut de la Canebière, on va dire. C'est aussi symbolique d'accueillir ce colloque à Marseille, dans une ville ouverte sur la Méditerranée, qui tente de préserver aussi des relations diplomatiques avec tous les pays de la Méditerranée. Oui, alors, il y a eu dans le passé 2 autres conférences. Une à Nîmes, oui. C'était la première conférence de la Fédération des rencontres interacadémiques méditerranéennes, et puis il y en a une à Carthage, et effectivement, c'est un retour vers les rives nord, et Marseille, effectivement, avec le canal de Provence, avec le canal de Marseille, avec toutes les constructions, le Palais Longchamp et autres, est une ville qui est extrêmement liée à l'eau, qui a un historique important, et pour faire ce lien entre rive nord, rive sud, aussi avec son port, c'est tout naturellement que ce type de colloque et ce sujet est abordé à Marseille. Merci beaucoup Marc Santis. Je le rappelle, vous êtes président de la Fédération des rencontres interacadémiques méditerranéennes, que vous allez accueillir ce colloque important qui s'appelle La ville et l'eau en Méditerranée, des enjeux pluriséculaires devenus critiques. C'est le 15, 16 et 17 octobre à la bibliothèque de l'Alcazar. Et pour s'inscrire peut-être? Alors, il n'y a pas besoin de s'inscrire. Je voudrais simplement mentionner bien sûr que c'est l'Académie des sciences, lettres et arts de Marseille qui organise ce colloque, et elle en organise un chaque année, et chaque année sur ce format ouvert au grand public pour vraiment avoir une discussion intergénérationnelle. Merci beaucoup Marc Santis d'être venu dans les locaux de Radio JM en ce lundi 13 octobre, historique parce que, je vous le rappelle, les 20 otages vivants qui étaient détenus entre les mains du Hamas sont désormais en Israël. Et pour commenter cette actualité, nous avons à cœur de faire parler le président du CRIF Marseille-Provence, Bruno Benjamin. Bonjour.
Bonjour Laura. Merci beaucoup d'être avec nous en direct sur Radio JM. Écoutez, depuis 10 heures, on est en direct dans cette matinale spéciale libération des otages. L'émotion est très intense. On a des gens qui nous parlent d'Israël, on a des gens qui nous parlent d'ici. Le maire de Marseille s'est exprimé, le président de la région Sud également. On a envie d'avoir votre ressenti en tant que président du CRIF. Quel beau cadeau, moins de 2 semaines après votre élection, cette nouvelle, Bruno Benjamin. C'est d'abord une nouvelle, j'allais dire terrible. Mais terrible, qui nous procure une émotion de la joie, comme rarement on a pu en connaître. On retrouve, les otages retrouvent enfin la liberté, et ça c'est quelque chose d'exceptionnel parce que on se demandait quand ils retrouveraient la liberté et s'ils la retrouveraient un jour. Et aujourd'hui, finalement, c'est chose faite. C'est un plaisir incommensurable. C'est un soulagement, c'est un acte de justice. C'est une réparation aussi partielle d'un crime impardonnable. Et derrière chaque otage, il y a des familles qui ont vécu dans l'angoisse, des nuits sans sommeil, des prières ininterrompues. Il y a aussi un peuple tout entier, debout, uni dans la douleur et dans l'espérance. Alors, si vous voulez, aujourd'hui, il faut remercier bien sûr tous ceux qui ont œuvré à cette libération. Donald Trump en premier lieu, mais aussi Bibi Netanyahou, même si quelques Israéliens l'ont sifflé, il est le grand partisan de cette libération parce qu'il a su mettre la pression militaire quand tout le monde lui déconseillait de le faire. Et finalement, la conjonction et de la force diplomatique de Trump avec des menaces à peine cachées et la volonté de Bibi de mettre cette pression militaire ont fait que les otages sont libérés. Mais il y en a un qu'il ne faut pas oublier, c'est la Providence. Il ne faut jamais oublier la Providence parce que la Providence a joué un rôle déterminant pour tous les croyants en tous les cas, et Dieu seul sait s'il y en a en Israël, s'il y en a en France, et chez nous, dans le peuple juif. Et je voulais juste, je ne sais pas si j'ai un peu de temps encore, Laura, je voulais voir avec vous si je pouvais lire un psaume. Bien sûr. C'est le psaume 125 des Télim, des psaumes de David. Et ce psaume dit: quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, nous étions comme en rêve. Alors notre bouche était pleine de rire, nous poussions des cris de joie. Alors on disait parmi les nations: quelle merveille fait pour eux le Seigneur. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Et ben moi je crois que ce psaume résume parfaitement la situation, résume parfaitement la joie que nous avons aujourd'hui, l'émotion qui est indescriptible. On ne peut pas décrire l'émotion dans laquelle nous sommes aujourd'hui, tellement nous sommes heureux. Merci beaucoup Bruno Benjamin, président du CRIF Marseille-Provence, d'avoir réagi ce matin à la libération de ces 20 otages. Et évidemment, on attend les otages morts dans la journée parce qu'on ne les oublie pas, ils sont au nombre de 28. Merci à vous. Merci Laurent. On enchaîne avec la réaction de Michel Cohen-Tenouji, le président du consistoire israélite de Marseille. Michel, bonjour. Bonjour Laura, bonjour à tous les auditrices et auditeurs de Radio JM. Vous avez appelé pendant 2 ans à la libération des otages au sein même de la synagogue Breteuil. Il y a encore les portraits de ces otages. On peut considérer que c'est une victoire pour le peuple juif aujourd'hui, le retour de ces otages, Michel Cohen-Tenouji. Bien sûr que la vie est toujours une victoire, et c'est vrai que nous avons appelé toute la communauté juive, je crois, de France et du monde, à appeler à la libération de ces otages depuis 2 ans. C'est une victoire parce que nous mettons, nous, le peuple juif, la vie au-dessus de tout. Voilà, donc nous sommes heureux, nous sommes profondément heureux, nous remercions le ciel parce que je crois que beaucoup de choses, et je crois que tout vient d'en haut, et Dieu a permis la libération aujourd'hui des otages qui arrivent en vie, qui vont retourner dans leur famille, qui vont retourner, je ne sais pas dans quel état, parce que après
2 ans de captivité dans ces sordides tunnels du Hamas. Je ne sais pas dans quel état psychologique les défenseurs vont se trouver. Mais c'est une première étape. Mais c'est une première étape. Mais nous attendons aussi les corps de otages disparus qui vont aujourd'hui avoir peut-être une sépulture conformément à notre tradition, ce qui va être un soulagement, mais aussi une peine. Une peine profonde de ce qui est arrivé, de cette souffrance de 2 ans avec son lot de morts, son lot de malheurs qu'il y a eu avec. Mais aujourd'hui, on va être positif et être heureux comme on l'a jamais été depuis 2 ans avec la libération de ces otages. Ce qui n'empêche pas dans notre tête, aujourd'hui, peut-être c'est pas le moment, mais il faudra qu'on fasse les comptes. Il faudra qu'on fasse les comptes de ces 2 ans. Il faudra que ceux qui ont crié au génocide, ceux qui ont crié à l'antisémitisme, ceux qui ont été des acteurs indirects de cette guerre et de la violence de cette guerre, il faudra qu'ils rendent des comptes maintenant. Pour tout ce qu'ils ont dit, il faudra qu'ils les justifient. Il faut qu'ils aillent nous montrer où est le génocide, où sont les nazis, que cette masse infâme qui a crié après les Juifs, et qui a essentialisé tous les Juifs de France, il faudra maintenant qu'ils nous rendent des comptes. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Mais la joie aujourd'hui prédomine, La joie prédomine. C'est important, c'est important. Merci beaucoup Michel Cohen-Tenouji, président du consistoire israélite de Marseille, d'avoir réagi à la libération de ces 20 otages qui sont désormais en Israël et qui provoquent des scènes absolument fabuleuses. On peut le voir en direct sur les réseaux sociaux où tout un pays, finalement, respire de nouveau. Merci à vous. Merci. À très bientôt. Et bonne fête à toute la communauté. Merci à vous. On enchaîne avec l'invité culture de la semaine et il est dans notre studio. Il s'agit d'Hubert Ripoll. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'auteur du livre L'enfant du putsch d'Alger. Merci d'être avec nous ce matin pour nous parler de cet ouvrage qui est nominé, je ne sais pas comment on dit nominé. Au prix Edgar Faure qui a lieu lundi prochain. C'est bien ça? Exactement. Quelle émotion finalement, parce que c'est pas votre premier livre, mais celui-ci, j'imagine, a une saveur particulière. Oui, ce n'est pas mon premier livre, mais c'est le premier livre où j'aborde une question qui est importante parce cette question concerne un homme que j'ai rencontré presque par hasard, qui a vécu quelque chose d'extraordinaire ou peu ordinaire, et bon, tout au long de l'écriture, je me suis attaché à cet homme, vraiment. Et donc, si je suis heureux d'être nominé, ce n'est pas pour moi, vraiment, très sincèrement, c'est parce que lui, en quelque sorte, va sortir de la clandestinité dans laquelle il se trouve depuis plus de 60 ans. Je rappelle, c'est le prix de littérature politique de la Fondation Edgar Faure 2025. Ça va avoir lieu donc lundi prochain. J'imagine que vous allez aller à l'Assemblée. Et l'enfant du putsch d'Alger sera là. Exactement. Un livre aux éditions Complicité. C'est important de le rappeler si vous souhaitez vous le procurer. On va revenir sur ce putsch des généraux de 1961 qui a eu lieu à Alger. Ça reste un épisode complexe, souvent caricaturé. Comment avez-vous choisi de l'aborder dans ce livre ? Je dois dire que, en attaquant ce livre, je n'avais l'intention ni d'écrire sur le putsch des généraux, ni sur l'Algérie française, ni sur l'Ouest. Et pourtant. Mais je voulais écrire cette histoire qui, pour un psychologue, est invraisemblable, je l'ai dit. Et donc, évidemment, cette histoire se construit au départ pendant le putsch d'Alger, et donc j'ai abordé ces différentes questions, mais je les ai abordées de manière tout à fait neutre, extérieure, même si j'ai vécu ces événements, puisque je suis né en Algérie, que j'ai quitté à 15 ans, donc ces choses-là m'ont concerné, mais là vraiment, pour moi c'était secondaire par rapport à l'essentiel de la question, cet enfant du putsch d'Alger. Alors justement, vous l'avez dit, vous êtes psychologue de formation. Cette démarche de remémoration, c'est aussi une forme d'analyse, de psychanalyse personnelle ou pas du tout? Est-ce que vous vous identifiez finalement à ce que vous avez vécu, vous, puisque vous êtes parti d'Algérie à 15 ans?
Quand on questionne des gens qui ont vécu quelque chose qui est identique, je parle d'une manière générale aux Français d'Algérie que j'ai beaucoup étudié, forcément on se remet en question et forcément il y a quelque chose à voir avec sa propre histoire. Là non, là j'étais vraiment un observateur extérieur qui a essayé de rentrer dans le psychisme de personnes qui ont vécu des choses absolument invraisemblables, et j'ai essayé de comprendre ce qui les avait animés, et lui, enfant du putsch d'Alger, comment il avait vécu ces 60 années de clandestinité, puisqu'il n'apprend qui il est que il y a 6 ans, 2 à 3 mois avant que je ne le rencontre. Finalement, l'Algérie, c'est toujours un centre d'intérêt pour vous. Évidemment, c'est là où vous êtes né. C'est un sujet encore tabou aujourd'hui, en 2025. On constate aussi que les relations diplomatiques entre ces deux pays sont difficiles, mais c'est aussi intéressant de voir émerger finalement des histoires comme la vôtre, qui remettent un petit peu à l'honneur, entre guillemets, avec des grands guillemets, cette présence française en Algérie. Qui tisse les liens, parce que cette histoire, l'histoire de l'Algérie française, de la colonisation, c'est l'image sombre de la France. Mais c'est souvent ce qu'on retient aujourd'hui. Et donc, comme c'est l'image sombre de la France, elle a été stigmatisée. Et donc, des livres comme celui-là permettent, puisqu'ils sont un peu désincarnés, ils sont incarnés dans mon personnage, dans le personnage, mais pas en moi-même. Je suis un observateur qui est l'observateur extérieur du psychisme humain. Et dans ce sens, ça permet de comprendre ce qui se passait dans les têtes, et c'est toujours bon de savoir ce qui se passe dans la tête des personnes. Est-ce que vous avez à cœur aussi de transmettre finalement ce type d'histoire à la nouvelle génération, à cette jeune génération qui n'est pas forcément informée sur cette période de l'histoire, sur ce qu'ont vécu ces hommes et ces femmes pendant ce temps? Alors j'ai à cœur de transmettre beaucoup plus que mes précédents livres. Pourquoi? Pourquoi? Parce que je l'ai dit, le mot qui me revient souvent, c'est simple. Quand j'ai su que le livre était nominé, j'ai appelé Philippe, il s'appelle Philippe, et je lui ai dit, Philippe, nous sortons de la clandestinité. C'est ce que je lui ai dit. Et donc j'ai à cœur de faire connaître cette histoire parce que cet homme m'a vraiment touché. C'est une belle histoire et une histoire tragique. Mais voilà, j'ai envie, et souvent quand je dis aux personnes, faites-la connaître, je ne dis jamais faites connaître le livre, parce que je considère que c'est mon livre, mais c'est pas vraiment mon affaire. C'est un pan d'histoire finalement. C'est pas mon livre. Après, on sait que raconter une histoire personnelle, plus elle est personnelle, plus elle est universaliste. Et donc, je pense que c'est ce que vous avez essayé de faire dans votre livre, c'est-à-dire à partir d'une histoire personnelle, à partir de l'histoire de ce personnage, Philippe, comme vous l'appelez, vous avez envie de faire résonner finalement cette histoire. Oui, bon, je suis psychologue. Je suis passionné de psychogénéalogie, et si on prend mes livres, y compris ceux qui n'ont rien à voir avec des questions de mémoire, comme les livres que j'ai pu écrire sur l'Algérie et sur les Français d'Algérie, ces livres puisent toujours dans la psychogénéalogie des personnes. Autrement dit, ce qui m'intéresse au-delà de l'enfant du putsch d'Alger, c'est qui nous sommes, comment nous fonctionnons. Quels sont nos rapports à la mémoire? Comment nous nous construisons? Pourquoi avons-nous besoin de regarder derrière? Pourquoi faut-il regarder derrière pour pouvoir regarder devant? Donc, ce qui m'intéresse, c'est l'être humain. Au-delà de la personne. Mais comme dans tous mes livres, ce qui m'intéresse, c'est l'être humain d'abord. C'est vrai, mais dans ce titre, il y a le mot Alger, Algérie, ça résonne finalement dans beaucoup de gens. Oui. Et c'est aussi quelque chose d'important à mettre en avant, au-delà effectivement l'aspect universaliste que vous évoquez dans vos personnages. Finalement, c'est malgré tout un lieu qui attise la curiosité, parfois la colère, parfois la nostalgie. Oui, alors l'Algérie représente pour moi deux choses, tout au moins aujourd'hui. C'est une culture qu'il faut
entretenir, parce que c'est une belle culture, c'est pas aussi évident que plusieurs communautés se retrouvent. C'est des communautés qui n'ont pas la même confession, qui n'ont même pas le même statut social, qui n'ont même pas les mêmes usages, et pourtant ces communautés ont créé quelque chose qui est suffisamment original pour laisser un témoignage, et j'œuvre pour que l'on tienne compte de ce témoignage, parce que une fois de plus, comme tout témoignage humain, il a une signification et il a un intérêt pour l'ensemble des humains de cette planète. Voilà, donc pour moi l'Algérie c'est d'abord cela. Ensuite, l'Algérie c'est la souffrance de beaucoup de Français d'Algérie, et notamment des enfants français d'Algérie qui ne l'ont pas connu, oui, qui sont d'une certaine manière un peu victimes, même si le mot victime est un bien grand mot, de la stigmatisation et qui ont pu à un moment donné être en souffrance. C'est important. Est-ce qu'on raconte suffisamment l'Algérie française selon vous aujourd'hui ? Non, on ne la raconte pas. On ne la raconte pas suffisamment. Elle se dissimule entre du non-dit et du trop-dit. Alors, le trop-dit, c'est le radicalisme. Ce qui fait que les enfants des Français d'Algérie radicaux sont ceux qui sont le plus tournés de l'Algérie et qui ont été le plus traumatisés. Après, les enfants du non-dit, ceux-là se posent des questions, notamment, pourquoi ne m'en parlent-ils pas ? Qu'ont-ils fait pendant la guerre ? Est-ce qu'ils ont participé à des exactions ? Au moment de l'OAS, de quel côté étaient-ils ? Moi, j'en ai rencontré qui m'ont dit, et mon père, a-t-il posé une bombe ? Mais on n'a jamais demandé au père s'il a posé la bombe. Voilà, donc on navigue entre non-dit et trop-dit, et on est rarement dans la juste mesure. Alors je rappelle votre livre L'enfant du putsch d'Alger. Une petite phrase peut-être pour résumer, pour convaincre peut-être les auditeurs et les auditrices de Radio JM d'acheter votre livre d'édition Complicité. Qu'est-ce que vous leur diriez ? Je leur dirais simplement que après avoir depuis 20 ans sillonné dans la pensée des personnes qui ont eu à voir avec leur histoire, ce livre m'a envoûté. J'espère qu'il avoir été capable de faire passer cette émotion. Merci beaucoup Hubert Ripoll, je rappelle auteur du livre L'enfant du putsch d'Alger aux éditions Complicité, et bien sûr je rappelle votre nomination pour concourir au prix de littérature politique de la Fondation Edgar Faure lundi prochain. Évidemment on suivra ça sur les antennes de Radio JM. Merci à vous. Merci. À très bientôt. On revient avec l'actualité évidemment en Israël et peut-être Nathan Sperling qui peut nous faire un point. Il est 11h54 et on a envie de savoir ce qui se passe. Je crois que Donald Trump est en train de donner un discours à la Knesset. Oui, c'est exact. Donald Trump donne un discours à la Knesset sur les otages. Il dit que nous n'oublierons pas et que nous n'oublierons jamais, plus jamais ça. Au niveau politique, pour le sommet à Sharm el-Sheikh demain, on a la liste des personnes qui seront là-bas. On peut notamment noter la présence donc du président des États-Unis Donald Trump, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi, le premier ministre Benjamin Netanyahou, le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas. Également évidemment le président français Emmanuel Macron, Giorgia Meloni, la première ministre italienne, le président turc Recep Tayyip Erdogan pour la Turquie, le roi de Jordanie Abdallah II. D'ailleurs, le président Macron aussi sera là, évidemment. Le président Macron. Il y a d'ailleurs un rapport sur la planification d'une rencontre en tête-à-tête entre Netanyahou et Erdogan au sommet du coup de Sharm el-Sheikh, selon les informations qu'on a de l'entourage du Premier ministre, l'entourage d'ailleurs qui nous dit également que le Premier ministre donc s'envolera, mais il y a également le président indonésien qui arrivera dans le pays à la fin de la fête, donc demain, et qui rencontrera le Premier ministre mercredi à 18h, ce qui fait que Benjamin Netanyahou ne participera pas à son procès. D'accord, voilà. C'est une information effectivement importante, et actuellement la Knesset ovationne le président américain Donald Trump qui évidemment est le héros de ces accords pour la libération des otages et le cessez-le-feu à Gaza. Nathan, c'est vrai que on sent à travers les images l'enthousiasme.
Il y a quand même une information importante à révéler à la suite de ces 20 otages libérés. 1966 prisonniers palestiniens sont sur le point d'être libérés. Ils sont déjà montés dans les bus à l'intérieur des prisons israéliennes en direction de Gaza. Les premiers cars sont arrivés déjà. Des premiers cars sont arrivés, donc on sent quand même qu'il y a une joie, mais qui s'accompagne aussi d'un peu d'inquiétude, j'imagine. Ah oui, d'énormes inquiétudes, puisque un haut responsable, pardon, du Hamas plutôt, avait annoncé, comme je l'avais dit dans un des flashs à notamment 10h30 à 11h30, je vais le citer, le compte à rebours du prochain massacre a déjà commencé. Nous nous réarmons et recrutons de nouveaux activistes et le Hamas se déploie à nouveau dans toute la bande. Lors du prochain massacre, nous égorgerons tous les juifs et l'État d'Israël cessera d'exister. Voilà, c'est quand même une menace qui est là. On va rester quand même sur une note positive parce que ce matin c'est un jour historique, lundi 13 octobre, la libération de ces derniers otages vivants qui ont déjà retrouvé leurs familles, qui sont actuellement hospitalisés dans des hôpitaux près de Tel Aviv, c'est bien ça? C'est bien ça. D'ailleurs, les derniers hélicoptères avec les survivants de captivité passent en ce moment même au-dessus de la place des otages. Mais effectivement, les premiers sont arrivés déjà ce matin. Et là, il y a quelques minutes à l'hôpital. L'hôpital d'ailleurs qui avait donné un communiqué, qui avait lancé plutôt un communiqué. L'hôpital Bellinson du groupe Clalit. L'hélicoptère avec Ethan Moore et sa famille a atterri sur l'héliport de l'hôpital Bellinson. Ils ont été accueillis par le docteur Lena Koren-Feldman, directrice de l'hôpital Bellinson. Il a subi une évaluation initiale sur l'héliport et est en route vers les services des rapatriés. Ils disent également que c'est un moment très sensible, un moment où il faut il faut que les otages retrouvent leur famille, et donc ils demandent de respecter leur vie privée et leur dignité. Merci beaucoup Nathan Sperling pour ces dernières informations juste avant de clôturer cette matinale très importante ce matin avec la libération de ces otages. Et on va conclure par une note encore plus positive qui va accompagner la libération de ces otages. C'est une recette de notre célèbre cordon bleu Sacha Rang qui est de retour sur ses deux jambes. Jingle, et c'est à toi juste après. Juste avant midi, retrouvez les minutes culinaires de Sacha. Sacha, bonjour, merci beaucoup de ce retour. Bonjour Laura. Quelle joie finalement de vous accueillir en ce jour historique. Oui, c'était vraiment le bon moment. La consécration. Il fallait revenir aujourd'hui. C'est merveilleux. Je suis très émue depuis ce matin, 5h30. Je suis sur mon téléphone et j'attends. Et franchement... voilà, c'est beaucoup d'émotions pour tous les Marseillais, et merci pour le travail que vous faites sur les réseaux sociaux de Radio JM, parce que c'est aussi vous qui relayez sans cesse jour et nuit cette actualité. Mais aujourd'hui vous êtes là pour nous présenter la recette du jour. Alors aujourd'hui, normalement le lundi je présente des recettes salées, mais en fait aujourd'hui j'ai envie de sucrer, parce qu'aujourd'hui on est dans la douceur. Donc j'ai décidé de vous proposer une tarte aux pommes et aux poires. On aime ça. Voilà. Alors, recette très très simple. Il vous faudra un rouleau de pâte brisée, 3 petites poires, 2 petites pommes, 3 pots de 100 g de compote de pommes et de poires, 50 g de margarine et 50 g de sucre cristallisé. Recette rapide. Cuisson 30 minutes, préparation 15. Vous préchauffez le four entre 6 et 7 degrés. Enfin non, thermostat 6 et 200 degrés. Oui, parce que je crois que la mangerai très froide et très crue. Déroulez la pâte sur la feuille de cuisson. Vous piquez le fond avec la fourchette. Bien sûr, entre-temps, vous avez coupé vos pommes, vos poires, vous les avez coupées en lamelles très fines. Vous étalez la compote pomme-poire dans le fond de la tarte et vous disposez les pommes et les poires. Vous parsemez de margarine coupée en petits morceaux. Vous saupoudrez de sucre cristallisé et peut-être, moi, je le ferai pas avec le sucre, je le ferai avec de la cannelle. Voilà. Et on laisse cuire une vingtaine de minutes. Et ce que l'on peut faire aussi pour cette tarte, c'est parsemer 5 minutes avant la fin de la cuisson des amandes effilées.
Merci beaucoup Sacha pour cette recette qui donne envie et qui donne le sourire, encore plus le sourire aujourd'hui parce que je le rappelle, c'est un moment important et on va clôturer cette matinale importante aujourd'hui lundi 13 octobre par le témoignage de Michal Naamat qui est en direct avec nous en Israël. Michal, bonjour. Bonjour Laura. Merci beaucoup d'être avec nous pour conclure cette matinale importante. On a passé 2 heures ce matin à suivre en direct ce qu'il se passait avec la libération de ces 20 otages. Vous êtes israélienne, vous êtes déléguée ici à Marseille du Keren Hayesod. On a envie d'entendre votre émotion ce matin puisque vous êtes sur place. Je suis sur place et c'est très très émouvant ce qui se passe ici depuis le matin. Je suis arrivée aujourd'hui très tôt à 7h30 du matin pour attendre ici avec tout le monde, qu'on entende des bonnes nouvelles. Et là, juste avant notre appel, on a vu les otages qui vont arriver maintenant à l'hôpital Ichilov et à l'hôpital Tel HaShomer. Et alors, c'est très très émouvant ce qui se passe ici, tout le monde tout le monde, ils sont très contents. Et en même temps, on se rappelle qu'il y a toujours et les corps des otages qui sont toujours à Gaza et que les gens ils vont pas s'arrêter jusqu'à que eux aussi vont rentrer à la maison. C'est une première victoire malgré tout, Michal. Le pays finalement aujourd'hui est à l'arrêt. Vous nous confirmez que tous les regards sont tournés sur ces 20 otages que le monde attend depuis 2 ans. Oui, c'est vraiment une journée historique ici et dans le monde entier. Et je pense qu'il n'y a pas une personne qui regarde pas les informations, qui est pas ici sur place, et même des gens dans les cafés, ils regardent la télé, leur téléphone, et ils écoutent les informations. Et c'est très émouvant pour les familles et pour le peuple d'Israël, tous ces gens qui se sont battus et pendant 2 ans et en Israël et dans la diaspora. Et c'est vraiment c'est une journée très très importante pour notre peuple. Et on se rappelle évidemment de l'otage que nous avons reçu dans nos studios, que vous avez fait venir et qui attendait le retour de son petit ami. J'imagine son émotion aujourd'hui. C'est ça. Alors on a reçu à Marseille il y a quelques mois Ilana qui attendait toujours Matan, son copain. Et Matan il rentre aujourd'hui. Ouais. On a vu déjà des vidéos qu'il a parlé avec sa maman Einav. Et on sait que tous les 20 otages ils sont de retour sur la terre d'Israël. Et là, bientôt, Matan, il va voir Ilana, il va voir sa maman, il va voir sa famille. Et on pense vraiment, moi aussi, je pense fort à Ilana, qui était à Marseille et qui nous a raconté son histoire et que finalement, elle va pouvoir être avec son copain. Oui. Qu'elle a attendu depuis longtemps. Qu'elle a attendu depuis 2 ans. Merci beaucoup, Michal Naamat, d'avoir été avec nous en direct sur Radio JM pour les auditeurs et les auditrices de Marseille. On a hâte que vous nous racontiez votre séjour en Israël suite à ce jour historique. Merci à vous. Merci. Et puis avant de conclure pour cette grande matinale de Radio JM et de remercier évidemment toute l'équipe qui m'a accompagnée ce matin, je vais me permettre de prendre 5 minutes pour relire les noms et prénoms de chaque otage qui ont été libérés aujourd'hui après 738 jours de captivité. Gali et Ziv Berman, 28 ans, Alon Noël, 24 ans, Omri Miran, 48 ans, Matan Angrest, 22 ans, Ethan Mor, 25 ans, Guy Gilboa Dalal, 24 ans, Elkana Bobot, 36 ans, Rom Braslavski, 21 ans, Nimrod Cohen, 21 ans, David et Ariel Cugnot, 35 et 28 ans, Eviatar David, 24 ans, Maxime Erkin, 37 ans, Eitan Horn, 39 ans, Sergei Kalfon, 27 ans, Bar Kuperstein, 23 ans, Yosef Chaim Wana, 25 ans, Avinatan Or, 32 ans, Matam Zangoker, 25 ans. Merci à vous, c'était la grande matinale de Radio JM que j'ai eu le plaisir de présenter aux côtés de Noah à la régie, Nathan et Sacha et bien sûr nos nombreux invités et correspondants qui sont intervenus tout au long de ces 2 heures. Je vous retrouve jeudi matin à 8h30 pour le flash d'information locale et puis je vous rappelle que vous pourrez écouter notre interview politique du jour. Serge Perrotino, candidat aux prochaines élections de Cadolive, aujourd'hui à 13h sur le 90.5 et en replay sur nos réseaux sociaux. Tout de suite le flash de midi de RCJ.
Passez une très belle journée. C'était la grande matinale Radio JM, tous les lundis de 10h à midi, en direct sur le 90.5 ou en replay sur radiojm.fr.